Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nos invités aujourd'hui, l'écrivaine franco-libanaise Georgia Makhlouf et l'écrivain, romancier, l'historien Michel Sukar. C'est une émission qui s'annonce en quelque sorte passionnante, intéressante, d'autant qu'on va essayer de faire un peu d'histoire avec notre invité. Georgia Makhlouf est en Haïti à l'occasion de la 20e signature de son livre Port-au-Prince, aller-retour. C'est une dame qui a eu son grand-père en Haïti. Son grand-père a vécu en Haïti. Son père est haïtien de nationalité, même si elle a obtenu la nationalité libanaise un peu plus tard. Un peu d'histoire, puisque on va aussi apprendre les choses de Michel Sukar, dans quelles circonstances les deux écrivains se sont rencontrés. D'abord, accueillons Georgia Makhlouf. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Merci de m'inviter surtout. D'ailleurs, je l'ai dit tantôt, on va faire un peu d'histoire ce matin, surtout avec l'arrivée de votre grand-père qui a vécu, je crois que c'était en 1893, si je ne m'abuse. Absolument. Donc en 1893, mon grand-père a une vingtaine d'années. Il n'a jamais quitté son petit village de la montagne libanaise. Et il va décider, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut revenir, mais essentiellement le désir d'une vie meilleure, d'aller vers ce nouveau monde qui est en train de s'ouvrir et qui est l'Amérique. Alors l'Amérique, c'est un continent très vaste et les candidats au voyage à l'époque, évidemment, n'ont ni Google ni aucune autre source d'information. Donc c'est quand même un voyage vers l'inconnu. Donc il va s'embarquer. Alors votre grand-père était un aventurier. Ah, je ne sais pas si c'était un aventurier à 20 ans. Non, mais s'il n'y avait pas de Google, si on n'était pas si évolué, si développé comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, sûrement, il devait avoir beaucoup de courage. Tout à fait. Bon, évidemment, il n'était pas seul. Il n'était pas seul, et c'est ce qu'on va surtout savoir, parce que quand même, il y avait beaucoup de Libanais arrivés en Haïti à pareille époque. Alors oui, c'est vrai. Mais ce sont quand même les premières vagues. Enfin, les premiers arrivants arrivent plutôt en 1800, à partir de 1870, c'est ça. Et donc, il y a déjà en effet des Libano-Syriens, parce qu'on les appelait les Syriens à l'époque. Le Liban n'existe pas encore en tant que pays indépendant. Tout à fait. Et donc, ils arrivent, mon grand-père arrive donc en 1894, 93-94. Merci, Madame Makhlouf. Michel Sukar. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tous ceux et à toutes celles qui écoutent et regardent Radio Télémétropole. Et cette fois-ci, l'émission va être faite en français ? En français, tout à fait, pour que les gens puissent comprendre. Non, pas pour les gens, pour permettre à notre invité de vous comprendre. Mais écoutez, je commence à comprendre un peu, mais parler, non, pas encore. Eh bien, on va essayer de parler créole pour voir jusqu'où sa compréhension ira. Il ne faut pas l'embarrasser. Il ne faut pas l'embarrasser. Tout à fait. Alors, Michel, votre rencontre, ça peut faire l'objet de notre roman, de notre livre, hein, votre rencontre avec Georgia Makhlouf. Bon, il ne faut pas beaucoup à quelqu'un qui a de l'imagination pour faire un roman. Effectivement, j'ai rencontré Georgia, elle est arrivée en Haïti sur les traces de son grand-père. Nous étions en 2015. D'abord, je crois que c'est l'année précédente qu'elle rencontre à Beyrouth, lors de la foire du livre de Beyrouth, la romancière haïtienne Ketty Mars. Elle parle à Ketty Mars de son projet, et Ketty Mars lui dit « Il y a quelqu'un que tu dois voir en Haïti en parlant de moi. Donc quand elle arrive, elle m'invite à la rencontrer à son hôtel. Et quand elle me dit qu'elle s'appelle Makhlouf, je lui dis « Mais qu'est-ce que vous êtes pour Vincent Makhlouf ?» Elle me dit « Mais c'est mon grand-père. » Je lui dis « Mais Vincent Makhlouf est un personnage important de mon roman « La dernière nuit » de Cincinnatus Leconte. Et à ce moment-là, elle tombe des nues. Et maintenant, c'est à elle de continuer. Parce que dans le roman, comment se fait-il que Vincent Makhlouf soit un personnage important de mon roman? C'est parce qu'à l'époque, enquêtant sur
l'explosion de la poudrière du Palais National en 1912, la police interroge Vincent Maclouf. Pourquoi? C'est parce qu'il a une femme dans sa vie, une très belle femme, qui s'appelle Louisa, une haïtienne, qui a la passion de sa vie, qui entretient son commerce. Et il veut l'envoyer à Paris en vacances, et sachant que le comte persécutait ce qu'on appelait largement les Arabes, Louise a dit, mais comment je peux partir en vacances en paix à Paris alors que je sais que tu peux avoir des problèmes? Et il aurait répondu à Louisa, ne t'en fais pas, quand tu reviendras, le problème, le compte sera résolu. Sera déjà résolu. Donc elle s'en va. Effectivement, pendant qu'elle est à Paris, la poudrière du palais explose, le comte disparaît, etc. Donc, et on fait des confidences à une amie. L'ami en parle, la police devient au courant, et on arrête Vincent Maclouf pour lui dire, mais qu'est-ce que vous saviez qui fait que vous avez pu tenir pareil propos à la femme qui est dans votre vie? Donc j'ai retrouvé ce dossier, cet interrogatoire, et à travers de Vincent Maclouf, j'ai voulu faire aussi cette histoire de cette migration arabe en Haïti. C'est-à-dire l'arrivée de ces premières personnes, leurs difficultés, les persécutions, le acharnement au travail. Ce bonhomme qui arrive pratiquement, comme on dit, boîte dans dos, comme on disait des Arabes, qui arrive très pauvre, accueilli par le président Hippolyte, nous sommes au début des années 1990, qui vont être persécutés à cause de concurrence de marché et qui fait qu'ils avaient très vite accaparé le commerce de détail, mais ça on en reviendra tout de suite, ce qui était illégal. Ils vont en trouver dans le président Cincinnatus Lecomte un bonhomme qui faisait le jeu des grands bourgeois, entre guillemets, allemands surtout, et qui voyait dans ces Arabes, et ce qu'on appelle à l'époque la bourgeoisie mulâtre, une mauvaise concurrence pour eux. Donc il s'est mis à persécuter ces gens-là, et ces gens vont, d'après ce qu'on dit également, tremper dans des conspirations contre le comte. Donc c'est dans ce cas-là qu'on arrête Vincent Maclouf, le grand-père de Georgia, et c'est ainsi qu'elle va lier connaissance avec cette haïtienne qui est l'un des beaux personnages de son roman Pour un prince aller-retour, qui est Louisa. Donc c'est l'occasion pour elle de poursuivre. Georgia Maclouf, c'était une énorme découverte, la rencontre de Michel Sukar. Oui, je dois dire que c'était très bouleversant pour moi. Évidemment, ça faisait quelque temps déjà que je travaillais sur ce roman. J'avais collecté tout un ensemble d'informations, mais évidemment, il me semblait impossible d'écrire véritablement ou de composer ce roman à partir de tous les éléments que j'avais déjà sans aller en Haïti. Et donc, cette rencontre avec Michel Sukar, qui était une des premières que j'ai faites en Haïti, m'apprend que mon grand-père avait été d'abord soupçonné parce que personnage éminent de la communauté syrienne ou syro-libanaise du pays, et puis que quand même, il était un activiste quelque part, puisque on le soupçonne, on l'interroge. Et puis l'autre élément que j'apprends, enfin, c'était peut-être que naïvement, quand on a l'image d'un grand-père, on a l'image un peu traditionnelle du grand-père. Et puis avec cette rencontre avec Michel, je découvre qu'en effet, il y a une autre femme dans sa vie qui n'est pas ma grand-mère et qui est une haïtienne avec qui il a eu une grande histoire d'amour. Et donc ça, c'est très bouleversant pour moi. Évidemment, je me dis, mais quelle naïveté. Évidemment, avant de rentrer dans son pays, se marier, puisque Vincent Maclouf arrive donc en 1893, il va très vite apprendre le métier, s'établir comme commerçant, mais bon, les conditions de vie sont dures, il y a ces persécutions, il y a cette hostilité de la communauté haïtienne, il y a toutes les mesures anti-syriennes, il y a même un journal qui s'appelle l'Anti-Syrien, donc il doit, on va dire, tenir le cap dans la tempête, et donc au bout d'une quinzaine d'années, ce qui est quand même un paquet d'années, c'est à ce moment-là qu'il se dit, bon, maintenant, je suis un commerçant bien établi, j'ai assez de fortune pour envisager de me marier. Mais bien qu'il a donc une femme dans sa vie, c'est au pays qu'il rentre, donc il repart dans son village, il repart même dans son village. Retrouver son ancienne femme ou son ancienne épouse? Non, et il va rencontrer la femme qu'il va épouser, qu'il ne connaît pas. Donc il envoie un portrait qui va être reproduit d'ailleurs sur la couverture de l'ouvrage. Et puis il va aller au pays en 1908, il va se marier avec cette femme et il va revenir avec elle en Haïti. Donc ça veut dire qu'il a quand même passé 15 années seul, et bien évidemment, comme c'est d'abord
un jeune homme bouillonnant, plein d'énergie, un beau jeune homme. Il me paraît maintenant, enfin, il m'est apparu évident quand j'ai rencontré Michel qu'il avait effectivement une femme dans sa vie. Mais quelque part, avec le regard de la petite fille pour son grand-père, c'est comme si je ne l'avais pas deviné avant. Donc je découvre l'existence de cette femme et effectivement, à partir de ce moment-là, mon roman s'enrichit d'un nouveau personnage à qui je dois donner vie, qui est un personnage finalement totalement imaginaire, parce que la seule chose que je sais d'elle, c'est qu'elle est haïtienne, c'est qu'elle et Vincent s'aiment, forcément, en tout cas j'imagine que c'est même un grand amour entre eux, et que Vincent lui fait tellement confiance qu'il lui a confié la direction du magasin et même la comptabilité, ce qui sont quand même des fonctions importantes. Et votre grand-mère dans tout ça? Et ben voilà, donc ma grand-mère, elle arrive en Haïti avec son mari, qu'elle connaît à peine, elle arrive dans un pays dont elle ne sait rien, et elle découvre petit à petit que son mari a une autre femme dans sa vie. Donc c'est effectivement très difficile pour elle. Donc elle est aussi devenue un personnage important du roman, parce qu'il fallait que j'essaye de comprendre en écrivant sur elle comment une femme comme elle est confrontée à cette situation qui est quand même très difficile. S'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle culture, faire sa vie dans ce paysage qui est quand même très instable, on l'a dit pour les raisons que Michel a évoquées tout à l'heure, mais aussi parce que Haïti est quand même un pays très instable pendant toutes ces années-là, ce qui va d'ailleurs amener en partie, qui va justifier en partie l'intervention américaine en 1915. Mais bon, donc elle arrive en 1908 et elle est confrontée à l'existence d'une autre femme. Elle a très vite un premier enfant avec Vincent, mais c'est une fille. Et elle a l'impression, en tout cas, bon, tout ça c'est du roman bien sûr, puisque tout ça je l'ai imaginé, je ne l'ai pas vécu, et encore, et mon père n'était pas encore là pour me le raconter, mais j'imagine que Vincent s'intéresse assez peu à ce premier enfant qui est une fille. En bon oriental, il attend le garçon. Donc Edma, son épouse, va d'abord avoir un fort désir d'avoir très vite un deuxième enfant, avec l'espoir que cet enfant sera un garçon, donc l'héritier du nom. Et puis, elle voudrait aussi, d'une certaine façon, que Vincent se détache de Louisa. Et c'est là qu'elle va se tourner vers Amable, qui est un domestique dans la maison, et avec qui elle a une relation de confiance, et elle va lui dire « Amable, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Est-ce que tes dieux peuvent quelque chose pour moi ?» Et donc ça va être les dieux. Ah, ok. Mais dites-nous, Michel, est-ce que vos recherches ne vous ont pas permis d'avoir des informations sur la disparition de la famille Maklouf en Haïti? Pourquoi est-ce que Georgia n'a rencontré personne portant encore le nom de son grand-père? La première chose que je voulais dire, c'est que le texte, le livre de Georgia, c'est l'une des rares œuvres d'imagination parlant de cette époque de notre histoire de peuple. L'arrivée de ces migrants qui, pendant tout le XXe siècle, maintenant aujourd'hui, vont jouer un rôle important dans notre vie économique, commerciale, politique, sociale, qu'on appelle largement les Arabes. Et je pense que tous leurs descendants aujourd'hui qui nous écoutent ont intérêt à se procurer ce livre-là, le lire. C'est la question que j'allais vous poser. Parce que ce livre est destiné à qui? À la communauté syrio-libanaise? Aux Haïtiens en général, aux Haïtiens en général. Écoutez, je crois que ce livre, en tout cas j'espère qu'il s'adresse évidemment à tous les Haïtiens, aux descendants de ces Syriens, mais évidemment en France, au Liban, partout dans le monde. Vous savez que cette question des migrations est quand même sur le devant de la scène aujourd'hui. C'est quand même une des questions brûlantes de notre monde d'aujourd'hui. La Méditerranée est devenue bien malheureusement une sorte de cimetière, avec tous ces migrants qui essayent eux aussi, qui rêvent d'un monde meilleur et d'une vie meilleure, qui ont des pays dévastés par la guerre, la Syrie par exemple, ou l'Irak, par des catastrophes climatiques, par des régimes dictatoriaux qui ne leur laissent aucun espace. Donc aujourd'hui, la question des migrations est vraiment sur le devant de la scène. Donc je pense que, même si cette histoire est très particulière, puisqu'elle est ancrée dans une période historique et dans un pays tout à fait spécifique, je pense qu'elle peut parler à tout le monde, parce qu'elle pose les questions de pourquoi on quitte son pays, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter, comment on est accepté ou pas
par les citoyens du pays dans lequel on débarque, pour comment on fait pour y prendre racine, et puis comment on fait aussi, pourquoi? Parce que, en fait, le roman s'intitule Aller-retour, parce qu'en fait, Vincent Maclouf va, au bout de 30 années de vie en Haïti, va rentrer dans son pays. Pour quelles raisons il rentre dans son pays? Alors, il y a toutes sortes de raisons que les lecteurs... Après avoir accumulé de la richesse, donc il souhaitait pouvoir partager cette richesse avec... les autres membres de sa famille ou encore ses parents, quoi. Écoutez, moi je pense honnêtement à relire un petit peu toute sa vie, je pense qu'il voulait rester en Haïti, il se sentait haïtien et c'est ça qui est fantastique. Et ses enfants grandissent comme des Haïtiens. Mon père, enfant, parle créole, il ne parle pas un mot d'arabe. D'ailleurs, il dit, je ne comprends pas pourquoi mes parents ne m'ont pas enseigné l'arabe. Et c'est vrai que c'est une question, mais pour moi, il était citoyen haïtien, il le disait tout le temps. Là, vous parlez de votre père? De mon grand-père. Votre grand-père, mais mon père aussi, parce que tous les enfants de Vincent Maclouf grandissent comme des Haïtiens. Ils parlent créole, et donc je pense que... Ils ont été à l'école ici, il a été à l'école ici, à celui de Gonzague. À la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi il n'y a plus de traces de la famille Maclouf, c'est... Une des réponses simples, c'est qu'ils sont rentrés au pays en 1925 ou 26, je ne sais pas exactement la date. Vous avez obtenu de votre côté Non, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que le père de Georgia, Anis Maclouf, qui est né en Haïti, né haïtien, il va faire ses études ici, à Saint-Louis de Gonzague. Quand son père l'embarque, il est bouleversé, il est chagriné parce qu'il sera déraciné. Oui. Il va au Liban, il parle pas un mot d'arabe. Voilà. Il est obligé de s'acculturer à la culture de ses grands-parents, parce qu'il est haïtien. Il ne parle que créole et français. Et on se moque de son accent, d'ailleurs. On va se moquer de lui parce que c'est un petit haïtien. Et puis finalement, il va faire des études de médecine. Il va devenir membre de l'Académie de chirurgie de France. Et le gouvernement haïtien de l'époque va considérer la réussite professionnelle d'Anis Maclouf comme une réussite haïtienne, au point de vouloir de décorer de l'ordre honneur et mérite de l'État haïtien. Absolument. Mais il ne pourra pas venir ici parce qu'il mourra entre-temps. Non, parce qu'il va tomber malade, mais il est invité par le gouvernement de l'époque à venir en Haïti pour être décoré. Donc ça, c'est mon père. Donc sa réussite professionnelle, dont ses amis haïtiens sont tenus au courant, parce qu'il a gardé des liens, il a gardé des liens avec ses enseignants à Saint-Louis de Gonzague, il y a des relations épistolaires, il leur écrit tout le temps. Donc le gouvernement va décider de l'honorer de cette décoration. Et il est venu? Et donc malheureusement, il n'a pas pu venir et on lui a envoyé la décoration. La décoration. Alors, et là maintenant, si on laisse le roman, pour revenir à la réalité, je me pose la question, et justement je vais vous la poser. Dites-moi. Comment, chez vous, vous comprenez la façon dont les choses évoluent? À un moment donné, des Syriens débarquent en Haïti, probablement en quête des cieux plus cléments. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce sont les Haïtiens qui laissent Haïti pour aller ailleurs. Et remarquons aussi qu'au Moyen-Orient aussi, beaucoup de Libanais, de Syriens, les continuent à laisser à la recherche du cieux plus clément également. Oui, mais est-ce qu'ils viennent en Haïti aujourd'hui? Oui, ils continuent de débarquer. Oh, oui, certainement. En nombre oui, ils important. Viennent. Parce qu'il y a plusieurs crises dans le Moyen-Orient, plusieurs crises. Et juste dans les années 90-2000, je rencontrais ici qui travaillaient dans les markets, dans le commerce de leurs grands frères, de leurs grands-pères, qui ne parlaient pas un mot, ni de créole, ni de français, qui parlaient uniquement arabe. Merci Michel. Ma question à Georgia Maclouf, est-ce que les Libanais ou les Syriens continuent de percevoir Haïti de la même façon qu'on percevait ce pays il y a un siècle, il y a 2 siècles? Alors je crois que, malheureusement, peut-être Michel a un autre point de vue, mais c'est vrai que malheureusement, on ne parle d'Haïti que dans des contextes extrêmement dramatiques et tragiques depuis un certain nombre d'années. On évoque Haïti quand il y a des cyclones, on évoque Haïti quand il y a des tremblements de terre, quand il y a aussi des problèmes politiques comme des dictatures, des régimes qui ne répondent pas aux attentes du peuple. On a beaucoup parlé d'Haïti ces derniers mois avec ces insurrections, cet état insurrectionnel qui a duré si longtemps, pendant lequel
le peuple est descendu dans la rue pour demander le départ de la classe politique. Et là, je vais peut-être vous étonner en vous disant que c'est exactement la même chose qui se passe au Liban aujourd'hui. Oui. Je vais y arriver. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu manifestation hier encore au Liban. Je parle de manifestation de rue, manifestation politique. On va peut-être en parler. Mais Stanley et Michel, il y a des gens qui me posent des questions à savoir, et les Palestiniens? Bon, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de Moyen-Orient. Ça veut dire que c'est toute une zone qu'on appelle Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, parce que ce sont des frontières qui ont été tracées par la colonisation. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Il y a une géographie de la colonisation. Il y a eu les Français, il y a eu les Anglais. Et puis, ces gens-là se sont partagés un vaste gâteau à partir de la découverte des gisements de pétrole. Et après, il y a eu la création de l'État d'Israël. Donc, ils ont vraiment concocté une soupe explosive. Donc, ce qui va nous donner tous les problèmes que nous avons ici avec l'Iran, l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban, la Syrie, et même l'Égypte, la Libye, etc. Tous ces problèmes sont une création des intérêts du monde occidental. D'abord les Français et les Anglais, et après, les Américains ont pris la succession. Et bien sûr, maintenant, quand l'Union soviétique est devenue une puissance, et après la Chine, tout le monde veut avoir sa part du gâteau, sa zone d'influence. Donc ça vous fait vraiment une véritable messe. Maintenant, qui est-ce qui en subit les conséquences? Les peuples. En premier lieu, les Palestiniens, ensuite les Syriens, les Libanais. Donc, à ce moment-là, depuis l'expansion à la fin du 19e siècle de l'Empire ottoman, cette zone-là, comme les Turcs, les Ottomans, musulmans, etc., contrôlaient cette zone. Ils voulaient imposer leur civilisation, la religion musulmane, les intérêts turcs. Depuis lors, ce qu'on appelle aujourd'hui Libanais, Syriens, etc., fuyant, et surtout les chrétiens maronites, fuyant la persécution ottomane, ils vont partir sous d'autres cieux. C'est la première vague à laquelle appartient le grand-père de Vincent Maclouf et les grands-parents de tant de personnes d'ascendance libanaise, syrienne, jordanienne, vivant en Haïti aujourd'hui. Donc maintenant, après, vous allez avoir d'autres conflits dans la zone toujours. C'est à n'en plus finir. À un point tel qu'aujourd'hui, vous avez même une menace de guerre au niveau entre les États-Unis, l'Iran, dont l'Irak est un champ de bataille. Vous avez la branche au Liban, vous avez le Hezbollah, qu'elle a allié avec l'Iran. Vous avez la question palestinienne. C'est une véritable bouillabaisse. Peut-être Georgia aura à nous parler de la vie aujourd'hui au Liban, même s'il y a des troubles politiques de temps en temps, des manifestations de rue. Et d'autant plus qu'elle a écrit un roman aussi qui s'appelle Les Absents, qui est un très beau roman que j'ai eu l'occasion de lire, qui a comme atmosphère justement la guerre civile au Liban, les familles déchirées, les migrations, etc. Alors je dois dire à tous ceux que cela intéresse, après cette interview, Georgia et moi, nous serons à la librairie Astérix pour pouvoir vous servir ceux qui aimeraient faire l'acquisition du roman de Georgia, Port-au-Prince aller-retour, et éventuellement de mon roman La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte. Oui. Alors, juste, je voudrais, parce que la question était, qu'est-ce qui se passe avec les Palestiniens aujourd'hui? Oui. Et je suis heureuse que vous la posiez, cette question, parce qu'on a l'impression, depuis quelques années, que cette cause palestinienne a disparu des radars. Il se passe des choses absolument terrifiantes en Israël, dans les territoires occupés à Gaza. Les Palestiniens sont massacrés, les enfants sont emprisonnés, quel que soit leur âge, torturés. Les maisons de leurs familles sont détruites parce qu'ils descendent dans la rue. Il y a une situation, et Donald Trump, pour ne pas le nommer, a donné carte blanche à Netanyahou pour faire ce qu'il veut dans ces territoires-là. En acceptant, par exemple, de déplacer... C'est absolument révoltant, et merci de poser la question, parce que plus personne ne parle de la situation palestinienne. Alors, je veux dire d'abord que c'est un peu... Je signale en passant qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui nous suivent actuellement, qui suivent cette émission. Allez-y. Bon. Mais écoutez, je crois qu'il faut rendre hommage à ce peuple qui subit la pire des situations depuis tant d'années et qui encore,
qui a encore le courage de descendre dans la rue et de réclamer ses droits. Alors, après, l'autre chose que je veux dire, d'abord que c'est évidemment une situation scandaleuse, et d'autant plus scandaleuse que plus personne n'en parle et que plus personne ne s'intéresse à la cause palestinienne. Mais ce qu'il faut dire aussi, Michel a rappelé à juste titre le rôle des grandes puissances dans la création de l'État d'Israël, en disant que c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Or, c'était ça le slogan du sionisme de l'époque. Or, ce n'était évidemment pas une terre sans peuple. D'accord ? Donc, le rôle des grandes puissances est absolument assassin. Les Anglais ont trahi tout le monde avec... Bon, on ne va pas revenir, on n'a pas le temps de revenir sur tout ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas exonérer les élites politiques ou les gouvernements de tous ces pays de leurs lourdes responsabilités. Parce que dans cette région du monde qui est aujourd'hui un champ de ruines, les gouvernements, les élites politiques, les partis politiques, qu'ils se réclament de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas ou de n'importe... Mais même les dictatures, enfin laïques certes, mais dictatures sanguinaires qu'ont été le régime syrien, le régime irakien, nous avons tous une lourde responsabilité dans le fait d'avoir transformé nos pays en champs de ruines. Avant, il y avait des pays, aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder, comme disent les Américains, bottom line, il n'y a plus de Syrie, il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus de Yémen, il n'y a plus de Libye, et bientôt, il n'y aura peut-être plus de Liban ni de Jordanie. Donc voilà. Ça, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer haut et fort, et il faut savoir que nous avons tous une responsabilité. Ce sont les grandes puissances qui ont créé cette situation, Michel l'a rappelé, mais nous avons tous une responsabilité. Merci. Je rappelle que Georgia Maklouf, que je reçois ici sur le plateau de la rubrique Le Point, est franco-libanaise, et vous êtes aussi journaliste. Pas journaliste politique à proprement parler, mais vous êtes journaliste quand même. Et c'est à ce titre-là peut-être que vous avez fait allusion à la situation au Moyen-Orient. Alors moi, je suis journaliste littéraire, donc je couvre l'actualité du livre, mais évidemment les livres parlent de tous ces sujets brûlants. Merci infiniment. On va observer la pause tout en rappelant que la vente signature aura lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, aussitôt que nous aurons laissé Métropole, nous irons à la librairie Astérix à Pétionville, à côté de l'église Saint-Pierre. Le titre, c'est Port-au-Prince, aller-retour. Aller-retour, et puis nous y serons jusqu'à 1h30 pour pouvoir recevoir ceux et celles qui voudront bien faire l'acquisition du livre de Georgia. Port-au-Prince, aller-retour. Et puis, je dois aussi signaler qu'il y a un autre livre d'elle qui va sortir au Mercure de France. Qui on y reviendra après la pause. C'est ça, merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Michel Soukar et Georgia Maklouf. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point que vous pouvez suivre sur notre page Facebook, et nous serons aussi en différé à l'adresse YouTube Métropole Télé. Nos invités ce matin, Michel Soukar et Georgia Maklouf, hommes et femmes de lettres, on peut dire ainsi. Oui. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a prié de vous poser cette question, à savoir, les Soukar sont originaires de... Comme le grand-père de Vincent Maklouf, mon grand-père, qui s'appelait aussi Michel, est venu du Liban à la fin du 19e siècle. Donc là, vous êtes presque en famille, là. Hein? Il est devenu haïtien de cœur, féministe, partisan de Rosalvo Bobo. Il a même soutenu Sténio Vincent. Il est mort en 1943. Ça, c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, je descends des Volel de Jacques Mel, qui eux-mêmes descendent d'Henri Volel, qui fut capitaine de l'armée de Dessalines et membre de la garde d'honneur de Jean-Jacques Dessalines. Donc d'un côté, je suis authentiquement libanais, et de l'autre côté, authentiquement haïtien et dessalinien. Oui. Ok, merci Michel pour cette précision. Apparemment, l'auditeur était très intéressé à se faire une idée de Michel Soukar, à savoir qui est... D'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit sur le père Volel, j'ai reproduit le papier de Jean-Jacques Dessalines nommant mon ancêtre Henri Volel capitaine de sa garde d'honneur. Et on peut même préciser que le nom Soukar, ça veut dire sucre en arabe. Oui, mais d'habitude, je ne suis pas... En anglais, c'est presque pareil. Sugar. Oui. Mais d'habitude, je ne suis pas très doux avec certaines personnes.
D'accord. Allons-y, continue. Ok. Et qu'est-ce qui explique que peu importe l'origine qu'on a, qu'une personne en Haïti, en difficulté, se tourne presque toujours vers le vaudou haïtien? Ah, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre, mais c'est vrai que quand les peuples se trouvent, ou les individus, quand ils sont croyants, ils se trouvent dans une situation désespérée, qu'ils ont l'impression de ne pas avoir les moyens d'agir sur cette situation, il arrive souvent qu'ils essayent de chercher dans la religion des solutions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe en Haïti avec le vaudou, mais on l'observe aussi dans d'autres pays où oui, comme le Brésil. Oui, mais même au Moyen-Orient, le fait de se réfugier dans la religion et finalement d'être endoctriné par des prêcheurs qui ont en tête non pas le salut de l'âme, mais des visées terroristes et guerrières, on voit bien le succès des mouvements religieux, il repose sur la pauvreté et le désespoir souvent des peuples. Mm-hmm. Vous vous en prenez il y a quelques instants aux impérialistes, aux États-Unis en particulier, et là, en fait, est-ce que, à votre avis, les États-Unis sont vraiment responsables de tout ce qui se passe chez vous? Ah non, j'ai dit exactement, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas exonérer les politiciens, la classe politique dans tous les pays du Moyen-Orient de leurs lourdes responsabilités, et sans doute les peuples aussi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Liban, nous avons un Parlement qui est absolument déconnecté du peuple, qui n'a aucune écoute des demandes. Pourtant, les gens sont dans la rue depuis 3 mois. Et ce Parlement, il a été élu. Donc nous avons élu des gens qui ne font rien pour répondre aux demandes du peuple. Donc la responsabilité des citoyens est quand même lourdement engagée. Donc je ne voudrais pas qu'on reste tout le temps dans cette attitude trop facile qui est de dire c'est la faute des Américains, c'est la faute des autres. C'est certainement, les États-Unis, c'est le pays le plus puissant de la planète, qui a imposé ses armes partout, qui a imposé son dollar partout. Donc je pense que leur responsabilité est effective, est une réalité. Mais il ne faut certainement pas s'exonérer de notre responsabilité en tant que citoyen. Aujourd'hui encore, les femmes sont dans les rues chez vous pour réclamer plus de droits. Oui, et l'Amérique n'a rien à voir là-dedans. Justement, c'est pourquoi je vous ai posé la question. Oui, donc là, aujourd'hui, au Liban, on est dans une situation vraiment difficile. Ça fait 3 mois que le peuple réclame un gouvernement qui s'attaque aux vrais problèmes du pays, un gouvernement qui n'appartienne plus à cette classe politique corrompus qui nous gouvernent depuis 30 ans, réclament ce qu'on appelle des technocrates. Alors, est-ce que c'est le bon terme? Ce que nous voulons dire, ce sont des gens qui connaissent les dossiers et qui n'ont pas participé au pillage, au fond, du pays qui a lieu depuis une 30aine d'années. Donc ce qu'on veut, c'est de nouvelles têtes, et il y en a. Il y a beaucoup de compétences dans la société libanaise aujourd'hui, comme je suis sûre qu'il y en a en Haïti. On veut que ce soit ces gens-là qui appartiennent à la société civile et non pas aux partis traditionnels qui prennent le pays en main. Mais ça fait 3 mois que les gens sont dans la rue et rien ne bouge. Et pour les femmes sont vraiment dans les premières lignes des revendications, et d'une façon qui étonne tout le monde, même moi, je dirais. Nous devons reconnaître que cette jeunesse qui est dans la rue aujourd'hui, parce que ce sont vraiment les vingtenaires et les trentenaires qui sont dans la rue et qui sont aux avant-postes, avec les femmes, en effet, c'est un mouvement très jeune et très féminin. Eh bien, ils nous ont surpris, évidemment dans le bon sens. Ils vont beaucoup plus loin dans leurs revendications de laïcité, d'égalité, de droits des femmes, de participation à la vie démocratique, etc. Et comment vous expliquez que vous soyez un petit peu pro-iranien? Moi, je suis pro-iranienne. Je parle des Libanais. Oui, alors, vous avez parlé tout à l'heure du vaudou. Moi, je vous ai dit, c'est pareil avec toutes les religions. Alors, il faut savoir que, c'est une longue histoire, mais la communauté chiite libanaise, il se trouve qu'elle a été négligée, qu'elle habitait la région sud, donc le sud du pays, que ce sud est resté très largement sous-développé, et en plus, en but, évidemment, à une
une politique très agressive de la part d'Israël, avec très souvent même des bombardements, des destructions. Donc c'est une région qui, pour des raisons stratégiques et politiques, on a complètement négligé. Donc il y a cette communauté chiite, à un moment donné, a été le vivier des visées expansionnistes de l'Iran à travers vraiment une politique très, très bien construite et de très longue haleine qui a consisté à financer des dispensaires dans ces régions, à financer des écoles, à aider les gens à reconstruire leurs maisons quand elles étaient détruites par des attaques israéliennes, en fait à se substituer à l'État libanais. Donc le Hezbollah est né de l'inexistence, de la faiblesse en tout cas de l'État libanais. Et donc aujourd'hui... Oui, mais comment vous pourriez nous présenter, ne serait-ce que pour les étudiants qui nous suivent, vous direz quoi le plus du Hezbollah? Je dirais que c'est une aile, effectivement, c'est un outil de la politique iranienne dans la région. C'est un parti, cela dit, qui est extrêmement bien structuré et qui a fait un travail de fond, comme je l'ai dit. Et on ne peut pas dire que c'est extrêmement violent non plus. Ah si, mais bien sûr. Enfin, extrêmement violent. Il faut aussi être mesuré dans ces mots. Le Hezbollah est un parti guerrier, donc il a participé à la guerre en Syrie, par exemple, en tant que bras armé, encore une fois, du régime iranien qui fait la guerre par procuration. Donc le Hezbollah a fait la guerre en Syrie. Donc effectivement, ce sont des gens qui savent faire la guerre. Mais ils n'exercent pas de violence au Liban même. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais il faut dire aussi qu'ils ont été les premiers à tenir en échec l'armée israélienne. Voilà, ils ont tenu en échec l'armée israélienne et du coup, ça leur a donné une espèce de légitimité. Alors, est-ce que le Hezbollah n'est pas perçu comme des terroristes de la part des États-Unis? Ils sont perçus comme des terroristes de la part des États-Unis, bien entendu. Notamment. Bien sûr. Mais au Liban, on va dire qu'aujourd'hui, ils sont la seule force armée alors qu'il y a une armée libanaise. C'est le seul parti qui, à la fin de la guerre civile, n'a pas remis ses armes à l'armée libanaise. Donc là aussi, il y a une anomalie. Alors, il y a de la peur parce qu'ils sont armés. Donc, alors effectivement, il faut dire ça, mais il faut dire qu'ils n'ont pas retourné leurs armes contre le peuple libanais. Ça, il faut le dire aussi. Simplement, il y a une menace. Il y a une menace qui est toujours présente. Rapport entre le Hezbollah et Al-Qaïda, par exemple? Alors ça, moi, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, mais je ne crois pas qu'il y a de lien, parce que le Hezbollah recrute dans l'islam chiite, alors que Al-Qaïda, c'est plutôt la branche sunnite. Alors, si tu veux approfondir, il n'y a pas de rapport du tout. Comme l'a dit Georgia, effectivement, le Hezbollah est né de mépris de l'État libanais traditionnel vis-à-vis du Sud, où la population libanaise était en majorité musulmane chiite. Parce que dans l'islam, il y a deux tendances. Il y a le chiisme et il y a le sunnisme. Bon. Maintenant, l'Iran a profité de cet état de délabrement de cette population libanaise chiite pour l'encadrer. Et c'est ainsi qu'ils leur ont donné, comme Georges l'a dit, hôpitaux, etc. Tout ce que l'État libanais aurait dû donner. Maintenant, à partir de ce moment-là, ils ont aidé aussi cette population à avoir une expression politique militaire, qui est le Hezbollah, à travers leur leader, parti politique et force militaire, à travers leur leader Hassan Nasrallah. Maintenant, ça, c'est pour le Hezbollah. Et ils sont tellement forts, comme on l'a dit là, au départ, ils ont été les premiers de le Moyen-Orient à tenir en échec Israël. Israël n'a pas pu les battre. Maintenant, la deuxième chose, c'est que Al-Qaïda est une création au départ des États-Unis. Lorsqu'on faisait la guerre contre l'Afghanistan, les Moudjahidines, les hommes qui vont créer le Hezbollah étaient les employés de la CIA. À l'époque, il y avait l'URSS. Oui. À l'époque, nous sommes là dans les années 80. Pour combattre l'URSS communiste, les Américains ont joué la carte de l'islam. Ce sont eux qui ont commencé avec cette histoire. Et ils ont financé Ben Laden, qui était un homme de grande famille saoudienne, sunnite. Et maintenant, lorsque ces messieurs ont gagné la bataille de l'Afghanistan, Ben Laden et son équipe ne vont pas admettre que sur le territoire saoudien, il y ait des forces militaires américaines. C'est à ce moment-là que le changement va avoir lieu. Mais au départ, ce ne sont pas du tout les mêmes origines. Et Al-Qaïda a une signification bien précise, ça veut dire la base. Donc ce sont deux mouvements
tout à fait différent. Le Hezbollah se présente comme un mouvement, je dirais, à caractère nationaliste, chiite, Oui, etc. et vous l'avez dit, donc c'est un parti politique. Avec un bras armé puissant. Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement un bras, mais c'est comme une force, tout simplement. Non, c'est une force armée. Une force, ça une veut force dire, ils ont armée. fait la guerre contre Israël, ils ont tenu Israël en échec, ils ont fait la guerre en Syrie, et ils continuent à défendre le régime d'Assad, parce que ça fait aussi partie de l'axe de l'alliance Téhéran, Damas, Hassan Nasrallah. Maintenant, la cohabitation, c'est pas difficile entre l'armée libanaise et le Hezbollah. Si, bien sûr. Bon, pour l'instant, je veux dire, jusque-là, il n'y a pas eu encore une fois, d'affrontement. Mais il est évident que quand dans un État, il y a l'armée qui est normalement la seule force légitimement habilitée à posséder des armes, et qu'il y a un parti politique qui est le seul, encore une fois, à ne pas avoir remis ses armes à l'armée libanaise à la fin de la guerre civile, il est évident que c'est une anomalie terrible, quoi, et qui pèse évidemment sur la vie politique. Aujourd'hui, le Hezbollah est capable de menacer. Alors, il ne fait que menacer, de dire... alors, il ne le dit pas explicitement, mais il impose des décisions politiques, il impose le fait de vouloir tel portefeuille ministériel ou tel autre dans le nouveau gouvernement qui peine à naître parce que... En tant que parti politique, pourquoi il n'est pas au pouvoir ? Mais il est au pouvoir. Non, vous avez dit qu'ils exigent des oui, postes, mais parce que, des portefeuilles. mais bien sûr, ils participent. Ils sont un parti qui gouverne aujourd'hui. Et justement, ils exigent d'avoir tel et tel portefeuille. Si vous voulez, la difficulté aujourd'hui au Liban pour comprendre l'effritement, je dirais, de ce pays et de sa forme de gouvernement, c'est qu'à la fin de la guerre civile, il y a eu les fameux accords de Taïf, qui ont consisté, en gros, si je simplifie, à mettre toutes les forces qui avaient participé à la guerre, tous les partis qui avaient été partie prenante dans la guerre civile, en leur disant on va faire un gouvernement d'union nationale et vous allez tous vous mettre d'accord ensemble pour ramener la paix dans le pays. Donc on a mis autour de la table tous les leaders qui avaient eu un rôle pendant les années de guerre. Alors ça, c'est très bien dans une situation, on va dire, de transition, parce que pour assurer la paix civile, on demande à toutes les forces d'être représentées. Mais imaginez aujourd'hui, je ne sais pas, qu'en France, par exemple, on dise que tous les gouvernements doivent être des gouvernements d'union nationale. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans le gouvernement des gens de droite, des gens de gauche, des gens du Front National, des gens de la France Insoumise. Ça serait totalement ingérable, parce que chaque décision, aucune décision ne pourrait être prise parce que tous les gens se tireraient dans les pattes. Donc c'est la même chose qui se passe au Liban aujourd'hui. On a des forces politiques qui continuent au-delà de la période de transition. Ça fait 30 ans qu'on a des espèces de gouvernements d'union nationale avec tous les guillemets, et en fait, comme aucune décision, aucun axe politique n'est décidé, la seule chose qu'ils font, c'est se partager le gâteau. C'est-à-dire, toi, tu prends tel ministère, moi, je prends celui-là, moi, je contrôle le port, toi, tu contrôles l'aéroport, toi, tu contrôles les télécommunications, moi, je mets la main sur le secteur de l'électricité, et comme ça, on s'en met plein les poches. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Ça ressemble à un pays que je connais, ça. Voilà. Oui, je le connais. Je le connais aussi. Je crois que vous le connaissez très bien. Et c'est ça qui se passe depuis 30 ans. Donc on peut dire que votre pays est en pleine crise. Ah, mais plus que ça. On est au fond du précipice en ce moment. Et on ne voit pas encore le bout du tunnel. On est loin de voir le bout du tunnel. J'ai l'impression qu'il faudrait en même temps... Non, il va y avoir une période très difficile parce que on n'est pas dans le pays loc, mais presque. Ah bon ? Je crois. Ah oui ? Parce que depuis 3 mois, les gens sont dans la rue. Comment vous savez qu'on parle quelque part dans le monde de pays loc ? Comment vous le savez ? Parce que j'ai des amis haïtiens que je suis... c'est en Haïti. que je suis l'actualité et que je sais que Pays Loc, ça vous a quand même mis un genou pendant 3 mois. Enfin, la vie s'est arrêtée. Mais au Liban, on se dirige vers ça. Parce qu'il manque de liquidité, parce qu'on n'a pas de gouvernement, parce qu'il y a des décisions drastiques à prendre. Vous n'avez pas de gouvernement légitime ou vous n'avez pas de gouvernement ? Non, le gouvernement est démissionnaire, donc il expédie les affaires courantes, mais pour remettre en route
toute la machine économique pour prendre des décisions par rapport aux difficultés économiques et financières du secteur bancaire, du secteur économique, des faillites qui sont en cours. Il faut un gouvernement qui puisse être décisionnaire, pas un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Or, ça fait 3 mois qu'on n'a pas de gouvernement. Donc on peut dire, Michel, qu'Haïti, encore une fois, a fait école. On peut le dire ici? Ça me rappelle un mot du professeur Wang Bosch, qui était un grand intellectuel dominicain, de gauche, ancien président de la République dominicaine. Depuis le début des années 60, en étudiant le cas haïtien, Wang Bosch disait « Beaucoup de pays du tiers-monde devront faire attention à ne pas entrer en processus d'haïtianisation ». Et on a parlé beaucoup. Non, mais le Liban est tellement loin quand même. Oui, mais écoutez, c'est le même héritage colonial, même s'il n'y a pas d'esclavage, mais la colonisation, ça joue toujours sur les divisions de couleur de peau, division de religion, division de situation économique. Et pour pouvoir installer la domination des grandes puissances, eh bien, ça laisse des traces. Hein. Alors, je ne et savais des pas blessures qui n'arrivent pas à se cicatriser et qui se manifestent. Je ne savais pas qu'on parlait de haïtianisation, mais on a beaucoup parlé de libanisation aussi. Ah, ben, vous voyez, donc ça c'est pour le Moyen-Orient. Donc, mais par ici, là, c'est ce que le professeur Bosch avait dit depuis le début des années 60, que beaucoup de petits pays devront faire attention pour ne pas entrer en processus d'haïtianisation. Le peuple libanais serait prêt à faire face à un lock comme celui qu'on a connu en Haïti pendant 4 mois? Dieu la préserve, parce qu'ici, l'opposition n'a pas réussi à renverser Jovenel Moïse, mais ils ont réussi à renverser Haïti. Vous avez dit qu'ils ont réussi à renverser Haïti? Ah oui, bien sûr, parce que quand vous avez le résultat de ce qui s'est passé après ces 3 mois, vous avez un tas de morts, de blessés, d'handicapés, d'entreprises ruinées, des gens qui ont perdu leur travail. Ceux qui ont réussi à les conserver, bien souvent, ils sont obligés de se contenter de la moitié de leur salaire. Vous avez des pannes au niveau du financement, des investissements. Vous avez une communauté internationale qui, au fond, s'en fout royalement. Vous n'avez pas d'élite digne de ce nom. Vous avez toujours eu des éléments d'élite. Mais écoutez, nous vivons dans un pays où l'opposition et le gouvernement, c'est la même chose. Pas de projet. 50 cobs avec des goudins. Voilà, c'est la même chose. C'est ça le problème. Et chez vous, vous pensez que c'est possible? Au milieu, le peuple haïtien est complètement perdu. D'abord, vous avez quelques garanties. Vous avez l'armée, vous avez le Hezbollah chez vous. Est-ce que le Hezbollah serait maintenant une garantie? Une garantie de quoi? Je vous pose la question. Non. Une garantie de démocratie, de la démocratie à l'ombre des armes. Les institutions haïtiennes étaient totalement affaiblies ou encore, pour ne pas dire, n'existaient pas au cours de ces 4 derniers mois. Donc, est-ce que ça peut arriver que vous acceptiez chez vous un pays lock de 3, 4, 7 mois avec de gigantesques barricades dressées dans les rues, on ne peut pas circuler, voilà. On n'est pas dans un état de blocage aussi fort, mais en tout cas, on est dans une... Bon, les écoles fonctionnent, les entreprises fonctionnent au ralenti, beaucoup ont mis la clé sous la porte. Il y a déjà un certain nombre de mois où les gens soit ont été licenciés parce que les entreprises ne fonctionnent plus. Il y a une crise du dollar très forte aussi au Liban. Et ce que je veux dire, c'est que le Liban est aussi un pays très lourdement endetté. Et donc le service de la dette, ce qu'on appelle c'est-à-dire le remboursement seulement des intérêts de la dette, est en train a mis le pays en faillite. Donc il y a un problème financier autant qu'un problème économique, autant qu'un problème politique. Et donc on n'est pas dans un arrêt total de la vie avec des barricades et des gangs. On n'est pas dans une situation comme ça. Donc vous n'êtes pas en somalisation. Mais on est dans une situation de déroute économique, voilà, de déroute économique et de pauvreté qui est en train de s'étendre. La Banque mondiale, les Nations unies disent que, attention, si vous ne s'il n'y a pas tout de suite un gouvernement qui se met au travail, qui prend des mesures, en très très peu de temps, il y aura la moitié de la population qui sera sous le seuil de pauvreté. Au Liban, où c'était un pays où on pensait qu'il y avait quand même une relative prospérité et où les gens arrivaient à vivre à peu près correctement. Au Liban, où il y a en plus le poids d'1 million et plus de réfugiés syriens, dans un pays qui est minuscule, qui est lourdement endetté et qui n'est plus gouverné. Donc la situation est gravissime. Gravissime. Est-ce que l'on doit aussi s'attendre si la crise perdure
aussi ça s'aggrave, on devra à la limite s'attendre à de l'immigration massive de votre pays? Oui. Alors, il faut dire que l'émigration fait intimement partie de l'histoire du pays. Je crois qu'elle ne s'est jamais. Oui, mais ça va continuer. Oui. Et de toute façon, il faut savoir aussi que les émigrés contribuent largement à la balance des paiements, à l'équilibre, parce que les Libanais de l'étranger ont gardé toujours un lien très fort avec le pays, et souvent ce sont des Libanais qui travaillent à l'étranger qui envoient de l'argent au pays, et ça contribue à l'équilibre de la balance des paiements. Mais donc on peut s'attendre effectivement qu'avec cette crise actuelle, pour vous répondre, l'émigration va reprendre de façon beaucoup plus massive. Vous allez dire quelque chose ou bien Oui, vous j'allais demander acceptez quelque chose à Georgia. Ici en Haïti, il y a une menace très forte d'un processus. Il y a un processus de somalisation. Ça veut dire des gangs qui contrôlent les territoires, l'État qui ne fonctionne pas dans mes endroits. Ce sont les bandits qui ont la haute main, même sur les factures d'électricité, l'eau, etc. Est-ce que ça va menace au Liban? Écoutez, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on est dans cette situation-là, parce que, encore une fois, les deux principales forces qui ont des armes, c'est l'armée libanaise et le Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas intérêt à la somalisation. Le Hezbollah contrôle son territoire. Oui, mais je veux dire, c'est la seule force armée et organisée. Mais ils n'ont pas intérêt à ce que le pays se somalise, comme vous dites, ou en tout cas s'écroule, parce que c'est quand même le seul endroit où ils ont accès au secteur bancaire. Il faut quand même savoir que le Hezbollah a été mis sur la liste noire, qu'il y a eu des établissements bancaires qui ont été obligés, le Jamal Trust, ou je sais pas quoi. Bon, il y a des établissements. Donc, étant sur la liste noire américaine, ils ont quand même besoin d'avoir un accès au système bancaire, d'avoir un accès à une vie politique à peu près normale, dont le Hezbollah n'a pas intérêt à cet écroulement et à la gangstérisation du pays. Donc on peut penser que ce danger-là ne nous guette pas, mais le danger de l'écroulement économique et de la paupérisation de la population, parce que la gouvernance n'y est pas. Celui-là nous guette. Oui. En plus du soutien dont jouit l'armée israélienne par rapport aux États-Unis, on dit qu'elle est l'armée la plus puissante de la région. L'armée israélienne. Maintenant, oui, c'est pourquoi elle veut avoir le monopole de l'arme nucléaire. Ouais. Parce que les Américains, les Américains leur ont permis, les Occidentaux, d'avoir l'arme nucléaire. En veux-tu, en voilà. Mais ce qui est con, c'est que s'ils se servent de l'arme dans cette région, eux aussi vont subir les conséquences. Oui, alors ma question est qu'en dépit de ce que représente l'armée israélienne, le Hezbollah a pu tenir en tête face à cette armée. Oui. Est-ce que ça veut dire que le Hezbollah est fort en nombre? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que ce parti politique qui a une force, est-ce qu'elle est forte? Est-ce que cette force-là est puissante? Écoutez, en termes d'effectifs, je veux dire. Alors, je ne sais pas, mais simplement je ne sais pas exactement. Je veux pas faire de réponse approximative. Cela dit, le Hezbollah a été affaibli par la contestation actuelle, parce que la contestation a gagné ses rangs. Et ça, c'est un phénomène très intéressant, et c'est la première fois qu'on l'observe. La population chiite, qui était en bloc derrière ce parti, observe elle aussi que le pays ne fonctionne pas. Vous savez qu'au Liban, on a des coupures d'électricité permanentes. Le ramassage des déchets ne se fait pas. L'eau courante, on l'a 2 heures par jour ou 3 heures par jour. On est obligé d'acheter des citernes d'eau. Donc je veux dire, les besoins fondamentaux de la population ne sont pas assurés. Donc ça, tout le monde en souffre. Il n'y a pas d'accès aux hôpitaux, il n'y a pas de retraite. Donc je veux dire, le fait que les citoyens leurs droits fondamentaux ne sont pas assurés, ça touche évidemment toutes les communautés. Oui. Et donc le Hezbollah a été affaibli parce que le mouvement de contestation a gagné dans ses rangs et dans les rangs de la communauté chiite. Si le Hezbollah a été affaibli, est-ce que l'on peut dire que ses jours sont comptés?
Ça joue. Séjour. Ah, séjour sans compter. Non, je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là. Pas ça doit avec durer. la puissance. Enfin, l'Iran, quelles que soient les difficultés que l'Iran connaît à l'intérieur, parce que la population en a assez que le pays utilise son argent pour financer des guerres à l'étranger. La population iranienne a envie de vivre plus confortablement, elle aussi, d'avoir un peu plus de confort dans sa vie. Mais malgré ça, je crois qu'on est loin de l'écroulement du Hezbollah pour le moment. Le Hezbollah, un auditeur qui vous parle, le Hezbollah est trop grand et trop important pour s'effondrer. Et vous venez de le dire. Alors, moi, j'ai une question... Littéraire, peut-être? Oui. Non, on va terminer. On va revenir sur le livre. Mais juste une dernière question. Vous avez réussi à faire le tour, bon, pas d'Haïti, le tour des supermarchés haïtiens. Écoutez... Vous avez rencontré les vôtres? Non. Non, parce que vous pensez que c'est dans les supermarchés que je dois rencontrer les membres de ma communauté. Pas nécessairement. Moi, j'espère les rencontrer au Pen Club, j'espère les rencontrer dans des librairies, j'espère les rencontrer à la Focale. À la Focale, tout à l'heure, à 5h, nous avons une rencontre à la Focale. Donc, j'espère que je vais rencontrer les membres, et d'ailleurs, j'en ai rencontré certains déjà au rendez-vous que nous avons eu au Pen Club il y a 2 jours. Donc, j'espère rencontrer les membres de la communauté. Non, mais on dit aussi que dehors des supermarchés. Que les Syro-Libanais contrôlent les supermarchés haïtiens. Oui, je sais qu'on dit ça, bien sûr, je sais qu'on le dit, je ne l'ai pas constaté personnellement. C'est faux ou c'est vrai? Ah, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Ce qu'il dit là, c'est vrai, ce sont eux qui contrôlent le haut commerce. Mais j'ai l'impression, Michel, parce qu'on est toujours dans ce stéréotype, les Libanais sont des commerçants, ils contrôlent les supermarchés. Il y a des descendants de la communauté syrienne ou syro-libanaise, qui évidemment encore installés en Haïti aujourd'hui, qui sont professeurs d'université, qui sont ingénieurs, qui sont musiciens, qui sont journalistes, qui sont écrivains. Je crois qu'il faut sortir des stéréotypes. Non, mais est-ce qu'ils sont venus en Haïti? Ces ingénieurs, ces médecins, ils ne sont pas venus en Haïti. Donc ceux qui sont en Haïti contrôlent le commerce. Ce sont les descendants de cette première génération qui effectivement a travaillé surtout dans le commerce, mais les descendants de cette génération, ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont journalistes. Et ils sont haïtiens. Et ils sont, oui. Donc il faut sortir du stéréotype. Ils ne sont pas seulement des gens occupant le haut pavillon dans le commerce, ils sont dans d'autres activités. Non, mais c'est normal. Mais, écoutez, Michel, c'est normal. Oui, je sais. Non, mais je suis d'accord. Quand je dis que c'est normal, c'est que s'ils sont là en Haïti, ils ont les moyens, eh bien, ils envoient leurs enfants à l'étranger pour faire des études, peut-être au Liban ou ailleurs. Donc, on ne dit pas le contraire. Mais il y a une réalité. Si vous allez dans un supermarché, il n'y a pas de doute à ça. Il n'y a pas de doute là-dedans. Ça ne souffre pas de discussion. Pas de discussion. Je n'ai pas fait un tourisme de supermarché depuis que je suis là. Au contraire, elle a été dans un magasin d'artisanat haïtien. Elle a voulu sortir davantage, mais avec dans les galeries d'art, oui. Dans les galeries d'art, etc. Mes déplacements sont assez limités. Enfin, en tout cas, plutôt orientés vers les rencontres qui ont été prévues avec le public, avec la presse. Petite réaction à ce qui est écrit sur Georgia. Comme son grand-père, Georgia Maklouf a eu plusieurs vies, professionnelles du moins, car avant de plonger totalement dans le bain littéraire, elle a longtemps travaillé dans un cabinet de conseil en communication parisien. Par la suite, elle a enseigné à l'US et au CELSA. Elle a animé des ateliers d'écriture, intégré le comité de rédaction de l'Orient littéraire, mené des interviews d'auteurs avant de rejoindre véritablement leur cercle ces dernières années. En fait, mon chemin vers l'écriture a été long et tributaire de plusieurs étapes, a indiqué Madame. Oui, c'est exact. Vos commentaires. C'est exact. Si vous pouvez approfondir. Oui, je peux approfondir. Alors, j'ai eu un désir d'écriture depuis que je suis vraiment toute petite. Je me rappelle qu'à 6 ans déjà, je ne disais pas que je voulais être écrivain, je disais que je voulais être journaliste à 6 ans. Mais l'écriture, la lecture, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. C'était pourquoi? Quelles ont été les raisons?
Ah, je crois que j'avais envie d'abord, parce que le journalisme, c'est à la fois le voyage et l'écriture. Et ce sont les deux choses qui vont de pair. Qui vont pour moi de pair et qui m'ont toujours beaucoup fait rêver, on va dire. Alors, après, il y a effectivement le fait qu'il y a eu la guerre civile et que la guerre civile a été un coup d'arrêt au déroulement normal de nos vies à tous les Libanais. Donc peut-être un chemin que j'aurais pris plus facilement vers un certain nombre de métiers comme le journalisme ou l'écriture, je n'ai pas pu le faire parce que je me suis trouvée d'abord à terminer mes études universitaires en France, et puis comme la guerre continuait dans mon pays, j'ai été amenée à travailler, à commencer une activité professionnelle. Je ne pouvais pas en continuer à dépendre de l'aide de mes parents. Donc, en fait, voilà, il y a eu des hasards de la vie qui m'ont conduit à travailler dans un cabinet de conseil. J'avais fait des études en sociologie de la communication, de l'information et de la communication, et donc j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en marketing, en communication, en stratégie, etc. Parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et vous savez, Michel en sait quelque chose. Il faut être très connu comme auteur pour pouvoir gagner sa vie avec l'écriture et même avec le journalisme. Oui. Où malheureusement, c'est difficile de gagner ça. Donc voilà, on va dire que les hasards à la fois de la vie de mon pays et de la mienne propre, de me retrouver en exil pendant autant d'années, m'ont amené à retarder, je dirais, le chemin vers l'écriture parce qu'il y avait des nécessités plus urgentes qui étaient celles de gagner ma vie. Et voilà, aussi le hasard des rencontres a fait qu'on m'a proposé un travail qui m'a plu, qui avait cette dimension sociologique qui m'intéressait aussi. Et voilà, donc c'était un grand vide pour moi de ne pas pouvoir écrire et vivre dans les livres, dans la littérature, et j'ai mis du temps à revenir vers mes premières amours. Et il faut dire aussi que ce livre ont obtenu de nombreux prix assez prestigieux, donc ce qui l'a encouragé. Et il faut dire aussi qu'elle a un mari très compréhensif et qui l'encadre, finalement. que j'ai eu le bonheur très de rencontrer. Et très respectueux à la fois de mes désirs et de ma liberté. Oui, j'ai beaucoup de chance. Il comprend bien les choses. Ah, parfaitement. Il est français, il est libanais ou... Il est français. Il est français. Il est français. Il a toutes les qualités des Français, et il a même en plus les qualités des Libanais, c'est-à-dire la générosité, la curiosité et l'ouverture sur le monde. Merci. Vous avez une idée de l'endroit où Vincent a vécu? Vincent, c'est le grand-père de... Vincent Maclouf, il est arrivé à Port-au-Prince. Il a vécu à Port-au-Prince. Il a fondé son commerce. Il s'est trouvé très exactement à l'angle de la rue des Césars et de la rue du Magasin de l'État. Angle rue des Césars et rue du Magasin de l'État. En plein cœur commercial de Port-au-Prince. Oui. Et après, il a voulu ouvrir des succursales au CAI, par exemple, où il y avait une communauté arabe assez dynamique. Mais après, bon, ça va durer avec des hauts et des bas, des persécutions politiques, les combats qu'il a menés. Ça va durer 30 ans. Et puis finalement, il va décider de revenir dans son pays. Il y a eu beaucoup de pression familiale. Et comme Georgia raconte dans son roman, qui est une histoire d'abord, mais romancée, il a eu beaucoup de déceptions aussi, de la part des membres de sa famille qui ont gaspillé. Par exemple, dans son roman, là, ce type-là qui va au CAI, qui ne fait rien du tout. Voilà, il a fait venir ses neveux. En fait, ce sont les neveux de sa femme, comme il arrivait souvent, parce que ses enfants, à lui, étaient très jeunes, ses affaires se développaient. Et son épouse, donc Edma, lui dit « Mais moi, j'ai 2 neveux qui pourraient venir te seconder dans tes affaires. » Donc, il y a 2 neveux qui arrivent, eux aussi, en Haïti. Ce ne sont pas des personnages imaginaires jusque-là. Non. Tous les personnages ont réellement existé. Après, évidemment, ce que je raconte d'eux, ce que je leur attribue comme émotion, comme aventure, est tout à fait imaginé. Et donc, ces neveux-là, comme l'a dit Michel, ne vont pas avoir toujours le meilleur des comportements. Ils vont piquer dans la caisse, ils vont commencer à développer un petit peu leurs affaires en cachette. Et surtout, il va y avoir un événement dont mon père se souvient enfant, c'est que mon grand-père va faire un accident de voiture. En fait, il va acheter une voiture Ford, une des premières voitures qui rentre en Haïti, certainement. Et le réseau des routes n'est pas très développé à l'époque. Je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Là, on est au début on est en 1900...
15, 16 ok. ou même 18, je crois, l'accident de voiture. Donc il va faire un accident de voiture en 1918 qui va lui commotionner la tête. Il va avoir une blessure à la tête. Bon, ses capacités ne sont pas lourdement affectées, mais d'après mon père, il ne récupérera jamais à 100% ses facultés, son dynamisme, son énergie, et les neveux vont en profiter malheureusement pour faire des choses peu recommandables. Sans surprise, sans surprise. Alors dites-nous, vous êtes allé visiter la maison où habitait votre grand-père? Mon grand-père avait fait construire. À la rue des Césars? Non, ça c'était le commerce. La maison était rue du Centre. Ah, ok. Pas trop loin quand même. Pas trop loin, et pas trop loin non plus de l'établissement scolaire de Saint-Louis de Gonzague. Malheureusement, avec le tremblement de terre... oui, ça c'est parti. Ça s'est effondré. Oui. Alors, il faut dire que le premier voyage de Georgia ici, c'est en 2015. À l'époque, ce n'était pas aussi grave au bas de la ville. Elle a eu le temps d'explorer un peu partout, et même entrer dans les arrière-cours. Ouais. Parce qu'à l'époque, dans le centre-ville commercial de Port-au-Prince, et les commerçants avaient leur magasin en bas, leur résidence à l'étage, et il y avait un arrière-cour avec des tonnelles couverts de raisins, etc. Et c'est là qu'ils buvaient leur café, prenaient leur repas, et la visitaient tout ce... On voit ça très bien dans le film de Marguerite de la Tour, Entre bord de mer, sur le bord de mer, certains bords de mer. Elle a eu le temps de visiter tout ça, donc elle a recréé l'atmosphère qui lui a permis finalement. Et je suis allée aussi à Jacmel et au Cail surtout, parce que donc je savais qu'il y avait eu une tentative de créer une succursale au Cail, qui avait été confiée à un des neveux, mais qui malheureusement... Lui, il a plutôt couru les jupes des belles cayennes. Oui. Et puis ça s'est mal terminé, il lui a inspiré l'argent, et puis bon... Après Vincent a piqué une colère, et puis bon... Il a fermé la succursale. Et il l'a ramené à Port-au-Prince, en le tirant par les oreilles. Merci. Mais à Jacmel, qu'est-ce qui s'était passé? Non, rien. Non, mais Jacmel, c'était juste parce que c'était sur la route. Mais à Jacmel, il n'avait pas... Et comment tu avais trouvé Jacmel? Tu sais que c'est la ville de ma mère. Ah, c'est très beau. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le pays. Oui. J'ai beaucoup aimé. Et c'est la ville de Wendell aussi. Oui. Il est mon porte-parole aujourd'hui. J'attends qu'il parle de ma ville, parce que je le fais tellement. Comment tu avais trouvé Jacmel? Ah oui, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce voyage à l'intérieur d'Haïti, que je n'ai malheureusement pas pu faire cette fois. On est allé avec mon mari, d'ailleurs, jusqu'à Port-Salut, qui est très beau, avec la plage. Port-Salut, c'est dans le sud. Oui. Alors, une dernière question, une avant-dernière question. Port-au-Prince, aller-retour, pourquoi? Mais parce que, en fait, je voulais... D'abord, le roman se passe exclusivement en Haïti. Je ne voulais pas qu'il se passe en partie au Liban. Donc, ce sont vraiment les années haïtiennes. Et comme je le dis, il y a le départ du grand-père et son retour. Donc, le roman commence avec son départ et se termine quand il rentre au son Liban. Retour. OK. Maintenant, le livre coûte combien? Ce sont les libraires qui peuvent répondre à ça. Mais ça doit coûter en américain, ça doit coûter entre 20 et 25 $, je pense. Je crois que un petit peu moins, mais bon, écoutez, malheureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel prix il est mis en vente. OK, donc l'aventure débutera dans quelques instants. Oui, on va se rendre à la librairie Astérix, comme tout le monde connaît, à Pétionville, en face de l'église Saint-Pierre. On va commencer vers 10h30, 11h. Alors, on est attend, bien entendu, tout ce que cela intéresse, mais particulièrement les descendants de cette communauté syro-libanaise, comme on dit les Arabes, les Haïtiens aussi, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages. Oui. J'en suis un exemple. Oui. Donc, il y a aussi tout le monde que cela intéresse, Haïtiens comme étrangers. Alors, il y aura le livre de Georgia, et puis ceux qui n'ont pas encore mon livre, la dernière du Sénatus Lecomte, où Vincent Maclouf est très présent. Donc il faudra penser aux deux. Bon, si c'est possible pour les deux, il n'y a pas de problème. Et au cas où, par exemple, il y a d'autres personnes qui arrivent et que les livres de Georgia ne suffisent pas, la librairie Astérix pourra toujours en commander pour eux. Et le livre sera là dans... J'ai appris qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'on n'a pas imprimé beaucoup. Eh bien, le problème qu'il y a, c'est que je pense que ma venue à Port-au-Prince, en raison de la situation qui prévalait pendant quelques mois, n'a été confirmée que très tard.
Et donc, les libraires n'ont pas eu le temps de Voilà, passer c'est ça le commande. problème. Alors moi, j'ai apporté des exemplaires dans ma valise, mais évidemment, ce qu'on Pas peut beaucoup. transporter dans sa valise, c'était assez limité. Surtout en avion. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais en vacances en juillet, en été, Georgia m'avait parlé de son désir de venir en Haïti en janvier. Mais entre-temps, il y a eu le pays LOC. Donc, il y a eu une grande incertitude. Et puis, finalement, ce sont Lorraine Mangonnaise et Michel Duvé-Perlu de la Focale qui ont pris ça en main. Et puis, bon. Mais entre-temps, les libraires, j'avais demandé, par exemple, à Astérix de commander quelques. La Pléiade aussi en avait commandé. Donc, comme elle est venue, comme on dit encore, le Britsoukou, en janvier, on n'a pas eu le temps de placer d'autres commandes. Mais c'est très possible. C'est un livre qui a bien marché, qui s'est très bien vendu. C'est sorti aux éditions La Cheminante, en France. Et je pense que Georgia ne va pas se plaindre de la vente et du Alors, succès. peut-être on peut dire Alors, juste ce livre-là un mot. que... Voilà. Oui. Peut-être juste dire un mot de ce livre donc, qui vient de paraître, qui s'appelle Le goût d'Haïti, qui est un très joli petit livre qui appartient à une collection qui est publiée au Mercure de France et qui est une invitation à voyager en Haïti à travers la littérature. Donc ce sont des textes qui parlent d'Haïti, écrits par des écrivains haïtiens et par des écrivains non haïtiens, pardon, qui ont vécu en Haïti ou qui ont passé du temps. Et donc c'est une invitation au voyage à travers la littérature. Les textes, je les ai choisis, je les ai présentés et commentés. Merci Georgia, et un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Merci Michel. Eh bien, Wendell, c'est à nous de te remercier. Donc, le rendez-vous, c'est tout à l'heure, à la librairie Astérix, de 10h30, 11h jusqu'à 1h30. Et puis, nous attendons le maximum de personnes. Nous pensons qu'il y a assez de personnes qui s'intéressent à ce sujet, qui est un enrichissement pour nous autres, pour notre littérature aussi. Donc, à tout à l'heure. Nous avons effectué un très beau voyage aujourd'hui. Merci encore une fois Michel, merci Georgia. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont Georgia Maklouf, écrivaine franco-libanaise, et notre Michel Soukar National. Merci Michel. Merci. Allez, madame, monsieur, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.